Il y a une semaine, il était 11h06. Et oui, nous avons changé d'heure samedi dans la nuit, enfin dimanche matin même pour être précis. Et heureusement, Touche pas à mon poste est là pour nous parler des vrais sujets. Je dis surtout qu'il faut mettre un terme au débat à la con. Voilà. Ça, c'est un débat à la con. Donc, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que les gens demandent, mais alors, on va gagner 1 heure de sommeil ou on va perdre... C'est quand même pas des mathématiques de maths spé ou maths sup. On devrait pouvoir... J'ai fait maths sup et maths spé, j'ai quand même toujours des difficultés. Hein. C'est jamais très clair. Tu es une exception. C'est jamais très clair. Enfin, on peut considérer que si à 3 heures, il est 2 heures, on a gagné 1 heure de sommeil. Voilà. Moi, je suis nul en maths, j'ai compris ça. Bon. Ensuite... Moi, j'en peux plus de cette fragilité d'ensemble. Dès qu'il y a un petit changement dans la vie, ça y est, c'est la déprime, c'est la dépression collective. Oh là là, on perd 1 heure, mon Dieu, les gens sont déprimés, ils savent plus, ils sont perdus. 1 heure. C'est bien, on n'a pas changé de 12 heures, on n'a pas changé de... Le jour n'a pas été changé dans la nuit, le jour... Non, écoutez, je pense que dans une société qui irait bien, dans une époque qui ne serait pas travaillée par d'autres problèmes qui, eux, sont sérieux, ce changement d'heure, ce n'est pas un problème sérieux, je pense que ça passerait inaperçu. Mais comme c'est une époque très nerveuse, où en effet il y a énormément de problèmes, les gens y accordent une importance démesurée. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, et je trouve que c'est un débat pour gens trop fragiles. Ah bon, oh là là, la charrière. Voilà. Eh ben merci le docteur Éric Nolot qui connaît super bien toutes ces questions, hein, parce que comme chacun sait, il est spécialiste des questions de réveil, du corps humain. Et donc voilà, je me suis dit que pour commencer, un petit extrait de Pascal, Eric, Yann et les autres, pour vous réveiller, ça vous mettrait de bon poil, parce qu'en réalité, on va pas parler de changement d'heure, mais de potentiel réveil difficile, celui du 6 novembre. Vous avez vu la transition, hein, quand même, c'est travaillé. Hein. Il y a du boulot. Celui du 6 novembre au matin, qui pourrait être très dur, car nous sommes à moins d'une semaine de l'élection présidentielle américaine qui opposera Donald Trump à Kamala Harris. Qui va gagner? Eh ben on ne sait pas. Mais on est quand même allé voir aux États-Unis pour aller humer sur le terrain cette campagne de zinzin, et c'est mon collègue Christophe de Roubaix qui s'est posé quelques jours dans le comté d'Erié, et cette semaine dans l'UMA, on publie un reportage par semaine, un feuilleton comme on dit, dans ce comté pivot d'Erié, lui-même dans un état pivot, les fameux swing states, si vous avez bien suivi vos cours d'anglais au lycée. Et on regarde le premier épisode paru lundi qui s'appelle Un bout de Pennsylvanie au centre du monde, qui décrit en fait le champ de bataille entre démocrates et républicains dans ce petit territoire. Et donc Christophe nous présente Tom Eddy et Sam Talarico, qui ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde, mais qui doivent affronter le même problème, des hordes d'inconnus venus de l'extérieur de la ville qui ont pris le contrôle de la situation. Le premier les désigne avec un brin de dédain comme les 3 gamins, le second l'appelle respectueusement par son prénom, Jamie. Les chairmans, c'est-à-dire les présidents des sections locales du parti républicain et démocrate, ne sont plus maîtres en leur demeure militante. Et pourquoi ils sont plus maîtres en leur demeure militante? C'est ce que je vous ai dit juste avant. C'est qu'il y a un enjeu très particulier en Pennsylvanie et principalement dans le comté d'Erié, car cette prise de pouvoir par les hautes instances, donc entre les deux machines électorales, c'est la Pennsylvanie et donc le plus important des swing states qui a 19 grands électeurs. Vous verrez, on reviendra plus tard, je vais faire un exercice un peu périlleux qui essaie de vous expliquer comment fonctionne le système électoral américain. Mais j'attends que vous soyez réveillés un petit peu. Donc 19 grands électeurs et chacune des pièces d'importance de ce domino compte, dont le comté d'Erié. Par exemple, en 2016, Hillary Clinton, elle était trop sûre d'avoir gagné, elle n'était même pas venue dans ce fief démocrate. Et patatras, elle a perdu. Et donc Christophe nous raconte qu'au 1600 Peninsula Drive, dans la pièce du fond du Parti républicain, que 3 gamins passent leur journée. En fait, ces 3 gamins, c'est les gamins qui sont venus de l'état-major trumpiste, c'est-à-dire qui ont été envoyés par le national pour reprendre la main parce que c'est trop important. Et donc ces 3 gamins, ils passent leur journée comme s'ils étaient consignés dans leur chambre. Ils ne parlent à aucun journaliste et ont même demandé à Tom Eddy, donc le chef de la section locale, de faire pareil. L'ancien professeur d'éducation physique et conservateur pur sucre comme il se décrit rejoue la scène. Je leur ai dit, vous voyez, je serais capable de dire quelque chose de nuisible à Donald Trump. Vous croyez vraiment que je serais capable de dire quelque chose de nuisible à Donald Trump? Remobile-t-il, mimant un faciès fermé, mais pas loin d'être menaçant. Les 3 gamins ont laissé tomber. Tom Eddy peut parler à la presse et donc il parle avec l'humanité.
Et à quoi on voit que ce qui se passe dans le comté d'Erie est important? Eh ben, c'est avec le paragraphe suivant. L'échange est régulièrement entrecoupé de coups de fil. Un journaliste d'Associated Press, donc c'est une agence de presse comme l'AFP, ou un électeur en recherche d'informations, des allées et venues, un candidat à une élection locale qui vient récupérer ses tracts et un kidam en recherche de formulaire de vote par correspondance. En gros, ça fourmille. C'est qu'il se passe quelque chose parce que beaucoup de journalistes en fait se sont rendus dans ce comté d'Erie pour raconter ce qui s'y passe. Et donc on a parlé du 1600 Peninsula Drive et maintenant il nous emmène un peu plus loin dans un autre état-major au 1301 State Street, l'artère centrale d'Erie. On compte moins de bulletins que d'électeurs. On compte moins les bulletins et les électeurs, enregistrés que les militants. Je crois bien que je n'ai jamais vu ça, dit Sam Talarico. Sam Talarico, décidément, j'ai du mal avec la lecture ce matin. Le téléphone de Marie, la manager du siège des démocrates, chauffe encore, un peu, mais beaucoup moins qu'il y a quelques semaines, genre entre 3 et 7. Mais ça a été la folie, ça n'arrêtait pas, de partout ça appelait pour demander comment aider. Donc, voilà, c'est bien ce que je disais, on est bien au centre du game aux États-Unis, et chacun se place dans la bataille pour essayer d'avoir un maximum de voix pour cette élection, parce que c'est aux États-Unis des endroits où il y a très peu d'électeurs qui peuvent faire la bascule et faire en sorte que l'un ou l'autre devienne président des États-Unis. Et donc dans la semaine, on a publié d'autres reportages de Christophe. Par exemple, toujours dans le comté d'Erie, dans le suburbs de Mill Creek, dans la banlieue, voilà, c'est une petite banlieue cossue. Christophe nous dit que c'est comme si House of Cards s'était invité dans Desperate Housewives pour vous planter le décor. Et j'ai adoré cette expression parce qu'on a l'impression que c'est les poupées gigognes en fait aux États-Unis. Cette Mill Creek, qu'est-ce que c'est? C'est un suburb qui a voté Trump en 2016, Biden en 2020. Rappelle Robert Spiel, un professeur de sciences politiques à l'université de Penn State, Ben Rand, bref, à Erie. Et il dit cette phrase que j'adore, c'est vraiment la banlieue pivot d'un comté pivot dans un état pivot. En fait, on peut aller jusqu'au plus petit dénominateur commun pour se rendre compte que tout est pivot dans certains états. Chaque voix va compter. Donc ça, c'est aussi à retrouver sur le site de l'Humanité. Quand je dis ça, c'est ce reportage, le 2e épisode du feuilleton. Le 3e, c'est celui-ci, la présidentielle américaine vue de l'usine Wattbeck, une usine de locomotives, tout simplement. Aussi qu'on peut retrouver sur le site de l'UMA. Les salariés de ce site de production historique de locomotives sont profondément divisés entre les deux candidats, et même au sein du syndicat, on préfère ne pas s'appesantir sur le sujet afin de ne pas élargir les brèches, dont je vous conseille aussi la lecture, et vous découvrirez dans le journal de demain le dernier épisode de cette série, de ce feuilleton à Erie. Qui va gagner? Je vous l'ai dit, on ne sait pas, mais Donald Trump, lui, il sait déjà qui a gagné. Évidemment, il va nous dire que c'est lui-même. En réalité, il a déjà prévu son plan de guerre pour contester les résultats, et c'est la Dépêche qui nous le raconte. Présidentielle américaine 2024, si je perds, c'est parce qu'il triche. Quel est le plan de Trump pour contester le scrutin? Alors, si la victoire lui échappe, le plan est déjà bien rodé. L'ancien président américain Donald Trump a orchestré une stratégie complexe. Un sondage récent du Public Religion Research Institute montre une proportion inquiétante de républicains, près de 20%, qui estiment que Donald Trump devrait refuser l'élection s'il perd, et 29% pensent que le recours à la violence pour sauver le pays pourrait constituer un acte patriotique. Je caricature à peine si je dis grosso modo que c'est le chef des fascistes mondiaux qui s'apprête à prendre le pouvoir aux États-Unis et qu'il y a un vrai risque de dérive du pays le plus puissant de la planète si Donald Trump revient aux manettes. La preuve, il ne veut pas reconnaître la défaite si jamais elle arrive. Et donc cette fois, ils ont renforcé l'arsenal juridique et ça pèse davantage dans le parti républicain. Selon le The Wall Street Journal, ses ressources, donc c'est 140 millions de dollars pour soutenir ce projet, qui mobilise des dizaines d'avocats et de militants, sont destinés à une cinquantaine d'organisations prêtes à agir en dernier recours pour influencer le résultat final, y compris sur la majorité conservatrice de la Cour suprême. Donc c'est un plan assez machiavélique, assez dangereux, très dangereux, que nous promet Donald Trump.
Et Donald Trump, donc, il a lui-même préparé de toute façon ses partisans à considérer que la défaite n'était pas possible et qu'il y aurait forcément des fraudes. En septembre, par exemple, lors d'un rassemblement, il déclarait, et c'était le titre de ce papier et de la dépêche, « Si je perds, je vais vous dire c'est possible parce qu'il triche. C'est la seule façon pour nous de perdre parce qu'il triche. » Son refus de garantir l'acceptation des résultats, sauf s'il estime le processus juste, légal et bon, souligne son intention de contester l'élection dès la fin du décompte. Et en fait, tout ça nous ramène à une histoire récente, en 2020, enfin plutôt en 2019, lors de l'élection. Donald Trump a perdu, il a voulu se faire réélire président, lui qui a occupé le bureau ovale de la Maison-Blanche depuis 2016, il a perdu contre Joe Biden, et il a c'est un mauvais perdant, Donald Trump, donc il a fait à plus petite échelle ce qu'il compte faire cette fois-ci si les résultats ne vont pas dans son sens. Et je vois juste une petite piqûre de rappel, ça donnait ça. Le matin du 6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump sont réunis à l'Ellipse, un parc au sud de la Maison-Blanche. On est le 6 janvier 2020. Nourris par le mensonge d'une élection volée. Et c'est le jour de l'investiture. C'est très proche de l'investiture de Joe Biden. Mais il y a aussi la présence de membres de milices d'extrême droite comme les Oath Keepers ou encore les Proud Boys. À l'autre bout de la Pennsylvania Avenue, les membres du Congrès se préparent à certifier les résultats de l'élection pour que Joe Biden devienne officiellement le 46e président des États-Unis. C'est Mike Pence qui préside la séance. Donc Mike Pence, je me mets sur pause, Mike Pence, c'était le vice-président de Donald Trump à l'époque. Voilà, et donc c'est lui qui est chargé de de présider la séance, qui valide donc le résultat de l'élection américaine de 2019 pour de 2020, pardon, et donc on est en 2021, pardon, je me suis planté sur les dates, pour que Joe Biden puisse arriver à la Maison-Blanche parce qu'il a gagné les élections. Je vous le remets. Madam Speaker, members of Congress. Vers midi, Donald Trump prend la parole et l'interpelle. Il faut que Mike Pence nous entende et ne certifie pas le résultat de cette élection. Nous allons nous battre pour notre pays, ajoute-t-il. Nous allons marcher jusqu'au Capitole. La foule obéit. Les manifestants devant le Capitole s'avancent vers les policiers moins nombreux. Ils brisent des fenêtres. Les affrontements deviennent violents. Ceux qui se retrouvent à l'intérieur veulent entrer dans les chambres du Congrès. Certains scandent « Pendez Pence ». Le vice-président est évacué. Les autres élus aussi. Ce n'est que vers 16 heures que Donald Trump publie une vidéo sur Twitter. On va s'arrêter là. Il raconte que l'élection a été volée et donc il justifie ce qui s'est passé ce 6 janvier 2021 aux abords de la Maison-Blanche et surtout dans le Congrès américain au moment de certifier les résultats de l'élection. Vous voyez ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, c'est ce que Donald Trump promet à l'échelle nationale, cette fois des États-Unis, si jamais arrive, donc c'est-à-dire une tentative de coup d'État, un putsch. Tout simplement, c'est ce que nous raconte aussi un papier que je vous ai pas mis là, mais du Monde, que Donald Trump en fait promet non pas un gros 6 février 2021, mais plein de petits 6 février pour mettre la pression. Il a notamment changé dans certains États pivots, les swing states, aussi l'état-major local qui n'était pas forcément très loyal à Donald Trump en 2020 et 2021 au moment de l'élection. Et ils avaient validé à l'époque les résultats, c'est ce que Donald Trump n'a jamais supporté, il avait validé à l'échelle locale, et donc cette fois il a mis que des gars à lui partout pour pouvoir contester cette élection américaine. Et pourquoi ça peut se contester une élection américaine, ou plutôt comment ça fonctionne? On va essayer de faire ce que je vous disais en prélude, un exercice très périlleux avec l'aide du Courrier international, donc de vous expliquer comment fonctionne le système électoral américain. Parce que c'est mardi, cette élection.
Donald Trump s'est dit prêt à contester un potentiel trucage des résultats s'il ne sort pas vainqueur de l'élection présidentielle. Si ce genre de discours ébranle la confiance des Américains dans leur système électoral, ce dernier est toujours fiable et a même été renforcé depuis 2020, assure le magazine Time. Donc c'est le courrier international qui relaie ce que dit Time. Your vote is safe, titrait le Time magazine, avec un bureau de vote, en tout cas une sorte d'isoloir à l'américaine. Vous voyez bien que c'est pas du tout les mêmes formes qu'en France, sous verre, avec une petite protection en bas, voilà, pour montrer que tout va bien. En tout cas, qu'il n'y a pas de risque de gruge, de triche de la part des démocrates. À 10 jours de l'élection présidentielle, les Américains ne s'inquiètent pas seulement du coût de la vie ou de l'accès à l'avortement. Les craintes portent aussi sur la robustesse du système démocratique, mis à l'épreuve il y a 4 ans, lorsque Donald Trump a tâché d'inverser le résultat des urnes. Donc c'est ce que je vous expliquais jusque-là. Et donc Donald Trump a déclaré a laissé entendre plutôt qu'il se déclarerait victorieux le soir du 5 novembre. Et s'il perd, il dénoncera la corruption du système et lancera une offensive impitoyable pour inverser les résultats. Alors, comment ça se passe ? Pourquoi c'est une galère de voter aux États-Unis, que ça ne se passe pas du tout comme en France, où nous, on va voter le dimanche dans un isoloir, on glisse notre petite enveloppe dans l'urne, quelqu'un dit à voter et c'est fait. Aux États-Unis, en fait, déjà, ils votent pour plusieurs élections le même jour. Des élections locales et l'élection présidentielle notamment. Ça se passe aussi différemment. En France, c'est donc un système de suffrage direct. Aux États-Unis, ce n'est pas un suffrage direct. Les Américains votent de façon universelle, certes, mais donc pour des représentants. Ils les élisent. Donc le peuple américain, les centaines de millions d'électeurs américains, élisent 538 grands électeurs. C'est ceux qu'on voit ici, au centre de cette infographie. Et en fait, chacun des États qui sont au nombre de 50 aux États-Unis a un nombre de grands électeurs en fonction de son nombre d'habitants. Donc c'est-à-dire qu'il y a des États qui pèsent beaucoup plus que d'autres. Par exemple, la Californie est un État beaucoup plus important que le Wyoming en termes de grands électeurs parce qu'il y a plus d'habitants. Et aux États-Unis, comment ça se passe ? Donc pour remporter un État et ses grands électeurs, il faut arriver en tête dans cet État. Mais par contre, on ne se partage pas les grands électeurs de chaque État en fonction du résultat. Quand on gagne un État, on gagne tous ses grands électeurs. Donc, aux États-Unis, il y a une tradition, enfin, c'est pas une tradition, on voit qu'au fil des élections, en fait, certains États, je citais la Californie par exemple, votent toujours de la même façon. Ça vote toujours démocrate ou républicain. Et donc, ceux-ci sont quasiment des États acquis d'avance. Et donc, d'ailleurs, les présidents, les candidats plutôt, ne font pas campagne forcément très très activement dans ces États-là. Ils se concentrent sur d'autres territoires, ceux dont on parlait au tout début, c'est-à-dire les États pivots, les swing states, comme la Pennsylvanie, parce que ce sont ces États-là et leurs grands électeurs qui peuvent permettre la victoire. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair avec cette infographie du courrier international qui nous expliquait comment, en grosso modo, les Américains votent. J'ai essayé de le simplifier parce que c'est quand même une galère. C'est mes restes de mes cours de lycée et on voit ce que ça donne. Mais en tout cas, je repasse en grand écran, et la potentielle victoire de Donald Trump aussi, elle va avoir un énorme impact, non pas que sur les Américains, parce que je vous l'ai dit, c'est la plus grande puissance mondiale, donc ça va impacter tout le monde, mais il y en a qui attendent peut-être plus que d'autres. Le résultat de ce qui va se passer le 5 novembre, c'est un peuple qui vit et qui est martyrisé à des dizaines de milliers de kilomètres de Washington, c'est le peuple palestinien. Alors ok, je vous l'accorde, avec Biden, c'est déjà pas dingue. Netanyahou a déjà les mains libres et son gouvernement peut faire à peu près ce qu'il veut, mais avec Trump au pouvoir, il ferait encore plus ce qu'il veut. Je vous rappelle que Donald Trump, lorsqu'il était président des États-Unis, a décidé unilatéralement et au mépris du droit international et des résolutions de l'ONU, de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem qui est donc la capitale contestée et qui est une zone qui n'appartient pas
à Israël, contrairement à ce que Israël revendique. Et donc c'était un signe du plein soutien de Donald Trump à l'action de Benjamin Netanyahou, et avec Trump donc au pouvoir, il ferait ce qu'il veut. Et quand je vous dis que c'est pas dingue, on a encore un exemple récent avec l'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui sont aujourd'hui ciblés par le gouvernement israélien, et le gouvernement israélien qui cible l'UNRWA, et c'est la une de l'Humanité d'aujourd'hui. Si je vous le retrouve, c'est ici. Israël piétine l'ONU et condamne les Palestiniens en interdisant sur son sol les activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Tel Aviv insulte la communauté internationale et menace la survie de millions de civils de Gaza et en Cisjordanie. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail avec le décryptage de mes collègues Pierre Barbancet et Luis Reigada, qui est intitulé « Punition collective, objectif de guerre, tout comprendre à l'interdiction de l'UNRWA par Israël ». Alors, la Knesset, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale d'Israël. Le vote par la Knesset de l'interdiction de l'Agence des Nations Unies d'aide aux Palestiniens a provoqué un tollé. Pourtant, cette décision annoncée s'inscrit dans une logique: éradiquer toute possibilité d'un État et supprimer la notion de réfugié. Les mises en garde il y a près de 3 semaines de l'ONU et de ses membres, des membres du Conseil de sécurité, y compris fait rare les États-Unis, ce que n'aurait pas fait donc l'administration Trump, et donc c'est l'administration Biden qui a un petit peu haussé le ton, n'y auront rien changé. La Knesset a adopté ce lundi 28 octobre à une écrasante majorité 2 textes interdisant en Israël les activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, et prohibant aux responsables israéliens de travailler avec elle, les seuls à s'y opposer étant les députés communistes et arabes. Déjà dans le viseur des autorités israéliennes depuis des décennies, l'organisme a vu les coups se multiplier depuis les attaques du 7 octobre, les attaques du Hamas, donc 2023. Tel Aviv avait notamment accusé plusieurs de ses employés d'avoir participé à l'attaque meurtrière, allégation mise à mal par l'enquête conduite par Catherine Colonna, l'ancienne chef de la diplomatie française, donc l'ancienne ministre des Affaires étrangères française, qui avait été mandatée par les États-Unis. Et donc, quelles sont les conséquences très concrètes de l'interdiction de l'UNRWA par le gouvernement israélien, enfin plutôt par les parlementaires israéliens, à la demande du gouvernement? Des hauts responsables israéliens ont décrit la destruction de l'UNRWA comme un objectif de guerre dénoncé il y a peu le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lanzarini, tout en prévenant de graves conséquences qu'impliquerait la mise au ban de l'agence qu'il dirige. Toute réponse humanitaire à Gaza pourrait tout bonnement se désintégrer, déjà que l'aide humanitaire a du mal à pouvoir se frayer un chemin dans les ruines de Gaza, où sont morts des dizaines et des dizaines de milliers de Palestiniens, de Gazaouis, en femmes, hommes et enfants. Et donc c'est une catastrophe humanitaire d'ampleur, parce que l'UNRWA avait l'habitude d'assurer depuis 1949 des services de base dans les territoires occupés par l'armée israélienne. Les opérations militaires lancées le 8 octobre dernier dans l'enclave palestinienne par Israël et le déplacement de 1,9 million de Gazaouis ont transformé l'UNRWA en agence 100% humanitaire. Donc c'était déjà une de ses missions de base, mais maintenant elle ne fait quasiment plus que ça, devant la situation terrible à Gaza et en Cisjordanie. Alors que la bande de Gaza est soumise à la pire crise humanitaire de son histoire, la mission principale est maintenant de trouver des abris, de distribuer de la nourriture, écrivent donc Pierre et Louis, et aussi de trouver de l'eau aux populations affectées par la politique génocidaire du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Sa prohibition pourrait donc provoquer ni plus ni moins que l'effondrement des opérations humanitaires sur place. C'est ce que Philippe Lanzarini qualifie de punition collective. Et par exemple, aujourd'hui, c'est ce qui est écrit ici, plus de 650 000 enfants se verraient privés d'éducation, ce qui mettrait en danger une génération entière. Et donc, je ne vais pas vous le lire entièrement, vous pouvez le retrouver évidemment sur le site de l'Humanité, il est dans le chat. Et surtout, on voit que le vote de la Knesset, je vais prendre la fin du papier, le vote de la Knesset montre que la question de Gaza n'est pas dissociée de celle de la Cisjordanie surtout, et de Jérusalem-Est, donc qui sont aussi des territoires occupés par l'armée israélienne pour le gouvernement israélien. Le but ultime est l'annexion de l'ensemble des territoires palestiniens, et donc c'est la négation, en réalité,
de l'État palestinien. C'est le gouvernement israélien, ainsi de l'opportunité créée par la volonté des États-Unis de modifier le Moyen-Orient et d'en faire un archipel d'États dévoués aux intérêts américains. Et donc, mais s'agissant du jour d'après de la guerre à Gaza, les dirigeants américains et israéliens ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde, et ça c'est en lien avec ce que je vous disais donc juste avant. Aujourd'hui, avec l'administration Biden, ils ne sont pas totalement alignés. Ils partagent une idée, le Hamas ne doit pas revenir aux commandes de l'enclave palestinienne, Joe Biden, mais on ne sait pas on ne sait ce que fera Trump si il est élu. On se doute bien qu'il n'ira pas dans le même sens que l'administration Biden, se prononce pour une administration de Gaza par une autorité palestinienne renouvelée, comprendre en phase avec les volontés états-uniennes, et Netanyahou au contraire entend maintenir des troupes dans la bande de Gaza, pas nécessairement des colonies, mais en tout cas des militaires, et mettre en place dans chaque micro-région un point d'appui local, un homme fort, une famille, un clan. C'est dans ce sens, par exemple, que Bezalel Smotrich avait laissé entendre qu'une gouvernance locale autonome et limitée pouvait être confiée aux Palestiniens si elle était un exemple de toute aspiration nationaliste. Et donc, on me demande dans le chat, c'est Papa Mouette qui demande comment réagit l'ONU. Et ben, les réactions internationales, on y vient. D'ici là, l'intervention par la Knesset a provoqué un véritable tollé international. Et oui, la communauté internationale se réveille parce que c'est un véritable crachat de Netanyahou à la communauté internationale. Et donc, au-delà de l'ONU et de la présidence palestinienne qui a vu la confirmation de la transformation d'Israël en un État fasciste, c'est une citation, c'est ici, plusieurs capitales européennes, Bruxelles, Oslo, Ljubljana ou encore Madrid, ont dénoncé un précédent très grave pour le travail des Nations Unies et de toute organisation du système multilatéral, c'est-à-dire le système qui est censé régir l'ordre mondial, c'est-à-dire un système où tous les pays sont censés avoir voix au chapitre et qui ne sont pas soumis aux volontés hégémoniques américaines. Dès le samedi 26 octobre, les ministres des Affaires étrangères du Canada, de l'Australie, de la France, de l'Allemagne, du Japon, de la Corée du Sud et du Royaume-Uni avaient publié une déclaration commune exprimant leurs inquiétudes. C'est pas rien quand des pays, des diplomaties en viennent à faire un communiqué commun. En général, c'est que l'heure est grave. Le Quai d'Orsay, mardi, a déploré très vivement que le vote des parlementaires israéliens a réaffirmé son soutien à l'UNRWA. Donc c'est la position de l'État français, tout en exprimant sa volonté de continuer à veiller à ce que soient mis en œuvre les réformes nécessaires à la neutralité de son action. Les États-Unis, par contre, eux, ils ne pipent mot. Washington s'est déclaré très préoccupé et avait exhorté le gouvernement Netanyahou à ne pas approuver ces textes, mais depuis le vote, en gros, ils ne disent rien. À une semaine de la présidentielle, Joe Biden manie son double discours et lie le soutien militaire apporté à l'armée israélienne avec l'aide humanitaire à Gaza, dont on voit qu'elle est remise en cause donc par la décision d'interdire l'UNRWA, qui est un vrai scandale, et vous pouvez donc le retrouver en entier sur le site de l'Humanité. Je vous le rappelle, donc c'est la une du jour. Alors on va passer à la France maintenant. On en a fini avec les États-Unis, les conséquences que pourrait avoir l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis. On passe à la France avec un nouvel article du Monde sur un enjeu, pas un nouvel d'ailleurs, je vous en ai pas montré, un enjeu majeur qui sont les congés menstruels dans les universités. Et j'ai dit congés alors qu'en vrai je me suis fait engueuler hier parce que il faut pas dire congé, il faut dire arrêt menstruel pour éviter de laisser penser que ça aurait quoi que ce soit à voir avec des vacances et du plaisir. En tout cas, c'est un outil d'égalité pour aider à la réussite des étudiantes. Et donc, on a un reportage du Monde qui est très intéressant, qui est consacré donc à la santé des femmes, les congés menstruels, nous on dit arrêt maintenant, arrêt menstruel, enjeu de réussite pour les étudiantes, et ça se multiplie dans les universités. Par exemple, à Angers, qui a été pionnière en la matière dès la rentrée 2023, celle de Bordeaux-Montaigne, de Clermont-Auvergne ou encore de Créteil, qui propose depuis la rentrée des jours de congés aux étudiantes, donc des jours d'arrêt. Mais après, je vais simplement lire et arrêter de me reprendre sur ce terme. Vous avez bien compris qu'on dit arrêt et pas congé. Je vais m'arrêter là. Et donc, des congés aux étudiantes ayant des règles douloureuses avec des modalités propres selon les établissements. Voilà, les règles douloureuses, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque des crampes, des nausées, des vomissements, de la fatigue chronique, des symptômes qui mènent Lamar Sherif, qui a 22 ans et qui est étudiante donc à l'université de Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, subit tous les mois au moment
d'avoir ses règles et elle s'est sentie soulagée lorsque la commission de la formation et de la vie universitaire de l'établissement a voté en juillet en faveur d'un congé menstruel. C'est une vraie victoire pour nous, les étudiantes atteintes de règles très douloureuses, sans enthousiasme la jeune femme qui souffre d'endométriose. Le congé menstruel permet que les règles soient un motif d'absence valable. C'est un grand stress en moins dans les études. Et c'est donc l'Université d'Angers, c'est ce que nous disait le chapeau, qui a été pionnière en la matière en instaurant ce dispositif en septembre 2023, et elle avait été suivie par celle de Rouen. Et donc comment ça se passe à Angers pour pouvoir bénéficier de ce congé menstruel? Et ben en fait on n'a pas besoin d'un certificat médical pour bénéficier de 10 jours proposés à l'année. Angers, donc, nous explique la directrice de la conférence permanente chargée des missions d'égalité et de diversité de l'enseignement supérieur et de la recherche, une dame qui s'appelle Aude Stener, j'espère que je n'écorche pas son nom, qu'Angers en fait est une zone de déserts médicaux, et donc en réalité si ces jeunes femmes qui voulaient avoir accès à un arrêt menstruel devaient se rendre chez le médecin pour pouvoir bénéficier d'un certificat médical attestant que cette fois elles ne peuvent pas aller en cours, et bah elle ne pourrait tout simplement pas le faire parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Par contre, nous explique l'article, à Bordeaux-Montaigne, c'est nécessaire de présenter un certificat médical pour bénéficier non pas de 10 mais de 15 jours par an de congé menstruel. Et donc on voit bien que ça ne se passe pas de la même façon. Mais c'est aussi ce qui permet de temps en temps de lancer des dépistages pour d'autres maladies comme l'endométriose ou les symptômes polykystique, explique Marion Lafont, une étudiante de cette université, donc Bordeaux-Montaigne, et la présidente de l'Union nationale des étudiants de France, donc l'UNEF, dont c'était une proposition de longue date. Donc je vous conseille la lecture de cet article qui revient donc sur cet arrêt menstruel. Je voulais juste vous lire quand même la fin de cet article du Monde. Ce dispositif à l'Université d'Angers a publié ses résultats parce que ça fait donc 1 an que c'est rentré en vigueur, et donc 3000 étudiantes sur 17 000 ont demandé de bénéficier du congé menstruel pour l'année universitaire, soit 17,6% des effectifs, et qu'au maximum ça a concerné sur une même journée 12 étudiantes. Donc contrairement à ce que peuvent avancer certaines personnes qui y sont défavorables, ça ne provoque pas de l'absentéisme, ça ne provoque pas une raison de sécher les cours, ça offre surtout un cadre bien plus apaisé à ces étudiantes pour travailler parce qu'aujourd'hui les règles sont toujours un sujet tabou, et la chute de l'article va même plus loin. Après le congé menstruel, est-ce qu'on n'irait pas vers un congé gynécologique? Car si les règles sont tabous, comme je viens de le dire, la ménopause l'est encore plus, nous dit Anne Stener à l'université de Grenoble-Alpes. Le congé menstruel et le congé pour la ménopause pourraient être mis en place simultanément pour penser au bien-être des personnes menstruées tout au long de leur cycle et de leur vie, qu'elles soient étudiantes ou membres du personnel. Donc voilà, il y a des bonnes initiatives, et donc on voulait les saluer dans cette revue de presse parce que vous allez voir que c'est une mesure qui n'est pas vraiment au goût de tout le monde. Et là, on va s'intéresser à un article de BFM TV qui se fait l'écho, BFM TV Alsace, qui se fait l'écho de ce qui se passe à Strasbourg, où le nouveau préfet ne va pas revenir sur le recours contre les congés menstruels pour les agentes de la ville. Si je vous la fais courte, en gros, c'est que le nouveau préfet du Bas-Rhin, Jacques Witowski, a pris ses fonctions le 10 octobre dernier. Et lui, il ne compte pas revenir sur le recours qu'avait déposé sa prédécesseur, Josiane Chevalier, à la fin de l'été, qui est partie à la retraite, qui était donc préfète elle aussi du Bas-Rhin, et qui a contesté devant le tribunal administratif la mise en place d'un congé menstruel de 13 jours maximum par an et des aménagements de poste par les agentes souffrant d'endométriose, parce qu'il considère que le droit actuel semble assez clair. Il rappelle qu'il a été demandé aux collectivités locales ces dernières années de garantir les 35 heures de travail hebdomadaire afin d'éviter le suremploi, synonyme donc de dépenses publiques. Et d'après lui, la délibération de la ville de Strasbourg, parce que c'est quelque chose qui donc a été mis en place par la municipalité écologiste de Strasbourg et sa maire Jeanne Barséguian, n'entre pas dans le cadre légal actuel. Et donc, il aimerait que cet
histoire que cette mesure qui bénéficie donc aux femmes qui souffrent de congés menstruels soit tout bonnement balayée. Voilà. Et donc voilà pour le congé menstruel, c'est un sujet en réalité hyper important qui touche énormément de femmes. On le voit là, donc à l'université d'Angers, ça concernait quasiment 20% des étudiantes, et on peut penser que c'est simplement celles qui osent le demander, que déjà il faut faire la démarche, et donc c'est pas absolument évident. Ça fait donc 40 minutes, 35 minutes qu'on a commencé cette revue de presse, et on va passer désormais à un autre sujet, à un autre papier du Monde, ou plutôt une enquête vidéo du Monde, quelque chose qui est édifiant, surprenant, absolument lunaire et dingue, je fais durer le suspense, qui est une enquête sur la sécurité des présidents Emmanuel Macron, Joe Biden et Vladimir Poutine. Ça fait flipper, et en fait, si je vous fais le topo avant de vous montrer un extrait de cette vidéo, ce sont 2 journalistes du Monde qui ont décidé d'enquêter simplement munis d'un ordinateur et d'une application, l'application Strava, que vous connaissez peut-être, si vous faites du footing, ce qui n'est pas mon cas, donc je n'ai pas eu cette merveilleuse idée qu'ont eu les enquêteurs du Monde, c'est-à-dire d'aller fouiner sur cette application qui permet en réalité aux joggeurs de montrer le parcours de leur course. Par exemple, s'ils ont couru 8,7 km, comme c'est le cas de Fabrice, dont je vais vous montrer l'extrait, en 42 minutes, et ben, on peut suivre ce chemin, mais en fait, ça suit les tracés quasiment Google Maps, et on voit quelles rues ils ont empruntées, et ils peuvent le partager à leurs amis, leurs followers sur Strava. Sauf que tout ça, ça pose un problème lorsque ce sont des membres des groupes de sécurité, de protection des présidents de la République qui le font, parce que ils révèlent des données sensibles, malgré eux. Et donc, voici un bout de l'enquête du Monde. Et ce principe-là, il se vérifie à de nombreuses occasions. En 2022, les funérailles de la reine d'Angleterre doivent se tenir le 19 septembre à Londres. Dès le 17, 2 gardes du corps d'Emmanuel Macron sont sur place. Encore une fois, si on regarde en détail, ils démarrent et terminent leur course à quelques dizaines de mètres d'un palace londonien assez connu, l'Hôtel Savoy. A posteriori, on a confirmation que c'est bien là qu'Emmanuel Macron et sa femme ont séjourné. Il y a même une photo d'eux dans le hall de l'hôtel, diffusée sur le réseau social LinkedIn par le directeur de l'établissement. Au total, nous avons été en mesure d'identifier l'hôtel d'Emmanuel Macron avant qu'il y séjourne 10 fois via ce procédé. Quand on a découvert cette faille, on a eu du mal à y croire. Et ce qui est préoccupant, c'est que tout ça, on l'a trouvé à 2 en faisant des recherches juste avec nos ordinateurs pendant quelques semaines. Imaginez le même travail avec les moyens et les compétences d'un service de renseignement. Puisqu'on était pas mal intentionnés, avant de publier quoi que ce soit. J'arrête pour le moment cette vidéo, et donc on a Gallius qui dit que c'est connu depuis des années par contre, et que c'est pas un scoop. Non, mais le scoop, c'est quand même que on est des services de sécurité qui ne renforcent pas leur sécurité, en fait, de ce point de vue-là. Par exemple, c'est une série de 3 vidéos. La première a été publiée en début de semaine, et ensuite ils en ont publié une par jour. La première, c'était sur Emmanuel Macron, la suivante sur Joe Biden, et la dernière sur Vladimir Poutine. Et c'est que, par exemple, dans celle où on s'intéresse au Secret Service qui protège les présidents américains, les First Lady, les vice-présidents, ça a été le cas sous Obama, sous Donald Trump et sous Joe Biden, et ben, il y a à la fois la possibilité d'identifier en amont, puisque les Secret Service se rendent, ou n'importe quel service de sécurité de président se rendent en amont des déplacements présidentiels pour sécuriser les lieux. Et donc, on découvre quelque chose qui est donc généralement top secret, c'est-à-dire le lieu de résidence du chef de l'État d'un État dans un autre pays, mais c'est pas seulement ça, c'est que ça permet aussi d'identifier, par exemple, et c'est le cas de la vidéo, peut-être que je peux vous montrer un bout de
de la vidéo sur Joe Biden, d'identifier aussi les lieux de vie, de villégiature et de vacances de certains agents du Secret Service, et donc ce qui peut permettre de faire pression sur eux si on les identifie, parce qu'on peut menacer directement leur famille, et donc c'est une brèche énorme dans la sécurité des présidents. Je vous montre tout de suite l'extrait sur Joe Biden. Son vrai nom, qui n'est pas John, est visible publiquement sur Strava. Et en faisant quelques recherches en ligne, on peut donc rapidement trouver des photos et des informations sur lui et ses proches. Sur Facebook, on le voit même avec sa femme et ses enfants à la Maison Blanche pour Noël, en compagnie du président Biden. Sur Strava, si on s'intéresse aux itinéraires de ses footings, on peut même facilement identifier son domicile. Sans compter que John n'est pas vraiment un cas isolé. Un autre garde du corps, David, vient lui aussi en famille à la Maison Blanche et le montre sur les réseaux sociaux. À nouveau, quelques recherches simples suffisent pour trouver son domicile et identifier ses proches. Un principe qui se vérifie sur la plupart des 26 profils que nous avons trouvés grâce à Strava. Et pour certains, on peut même aller plus loin encore. Pour Dan, par exemple, on sait que 8 années de suite, il a passé des vacances dans les montagnes de l'Ouest américain, toujours exactement au même endroit, en compagnie de ses 4 enfants. Bon. Voilà, donc ce que ça concernait une quinzaine d'agents français, c'est 26 pour le Secret Service qui sont directement en charge de la sécurité du président des États-Unis, du POTUS comme on dit là-bas. Et ce qui est assez hallucinant aussi, c'est la réponse en fait des différentes administrations françaises et américaines à cette enquête du Monde, parce que c'est ce qu'ils racontent dans leur vidéo, c'est qu'évidemment avant de publier, ils ont demandé des comptes aux deux administrations, ils les ont aussi prévenus en amont pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires afin de protéger les agents. C'est une petite pastille à la fin de la vidéo. Certains comptes ont été supprimés, mais pas tous, et donc certains profils sont encore actifs à l'heure où on se parle. Mais surtout, c'est la réaction de la Maison-Blanche qui dit qu'ils prennent très au sérieux ces révélations et qu'ils vont voir s'il y a une faille ou pas dans le système de sécurité des présidents et qui vont essayer de prendre les mesures et voir par exemple si ils doivent demander à leurs agents de partir de Strava pour arrêter d'être identifiés ou tout du moins de passer ses comptes en privé. Mais le problème, c'est que l'Élysée, elle n'a pas fait la même chose. Elle a dit hop, on s'en fout de votre truc. On vous promet, c'est pas une faille de sécurité. C'est pas grave si on identifie les hôtels d'Emmanuel Macron. Tout va bien, il n'y a rien à voir. Et ça traduit quand même quelque chose de l'état d'esprit de cette Macronie tellement sûre d'elle. Et pourtant, transition encore, vous allez voir, c'est hyper travaillé les transitions cette semaine. Et pourtant, elle n'est pas si sereine que ça dans les faits, parce que on continue avec le président de la République et ses troupes. Entre Emmanuel Macron et les macronistes, c'est plus vraiment l'amour ouf. Si vous avez la ref, il y a un film qui s'appelle L'amour ouf. Donc c'est plus vraiment l'amour ouf. Et pour Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, qui s'est appelé En Marche jusqu'ici, et dont Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, va prendre la tête d'ici quelques semaines, et c'est plus aussi rose que ça a pu l'être. Et c'est Mathilde qui vous l'explique dans cette vidéo de l'UMA. Quel mouvement a perdu les 3/4 de ses adhérents en un an ? En 2023, ils étaient 35 000. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 8 500. On parle ici du mouvement macroniste Renaissance. Pour les députés, on est passé de 314 membres en 2017 dans le groupe LREM à 267 têtes à la veille des législatives 2022. Ils ne sont aujourd'hui que 94 élus dans le groupe Ensemble pour la République. À l'approche du congrès les 23 et 24 novembre, les macronistes quittent le navire. Et les raisons sont nombreuses. Le nouveau monde promis n'est jamais arrivé. Les dénis de démocratie, à grand renfort de 49.3, se sont enchaînés. Et de nombreux adhérents dénoncent un manque de cohérence idéologique avec, entre autres, le vote de nombreuses lois liberticides. Bref, les raisons de la déception sont multiples. Aujourd'hui, de nombreux adhérents, élus et cadres disent à l'humanité vouloir tourner la page du mouvement. Ils parlent du macronisme comme d'un accident de l'histoire et actent enfin un refus de la supercherie. L'avenir nous dira si la leçon sera retenue dans les urnes. Quel mouvement a perdu les 3... Alors,
Le point de départ de cette vidéo, c'est un papier d'un autre de mes collègues qui lui est au service politique, qui s'appelle Anthony Cortés. Et on s'était dit au service politique de l'UMA, et si on allait voir comment ça se passait chez les macronistes, justement, parce qu'on a l'habitude quand même d'entendre « Ouh là là, la gauche est divisée, plus rien ne va dans le nouveau Front populaire, ils font que se taper dessus, c'est dramatique, blablabla. Bla, bla, bla. » Et en fait, quand on discute dans les couloirs du Palais Bourbon à l'Assemblée nationale avec quelques macronistes, on se rend compte que c'est quand même l'enfer chez eux et que plus rien ne va. Et on a essayé surtout, à 3 ans de la fin, même 2 ans et demi de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, qui, je rappelle, ne pourra pas se représenter, on a décidé de s'intéresser à ce qu'allait devenir le macronisme. Quel avenir pour lui déjà, c'est quoi le macronisme en réalité? Et a-t-il un avenir? Et donc, on a cet article où on interroge à la fois des anciens macronistes qui sont partis, qui ont quitté le navire il y a bien longtemps, et même plus récemment, et surtout des gens qui y sont encore. Et donc, voilà le titre qui est la citation finale du papier, qui est anonymisé parce que c'est comme ça aussi que ça se passe. Parfois, même si on essaie de l'éviter, c'est un off d'un proche du président de la République. Si vous saviez qui c'était, mais je ne peux pas vous le dire, et ben vous seriez fou. C'est un très proche d'Emmanuel Macron qui nous dit que le macronisme n'est qu'un accident de l'histoire. C'est-à-dire que peut-être qu'après la présidence d'Emmanuel Macron, le cours des choses va reprendre justement son cours, c'est-à-dire le bon vieux clivage droite-gauche et arrêter de vouloir dépasser les clivages en réalité en faisant une nouvelle droite, une nouvelle droite, un bloc bourgeois ultra-libéral, et que peut-être on va se retrouver dans une opposition plus classique droite-gauche par la suite, et que en fait tout ça ne tient que par une chose, c'est-à-dire la personnalité d'Emmanuel Macron. Et donc je vous passe le début de l'article qui parle de Sébastien Nadeau, quoique on va peut-être s'y intéresser finalement, qui est un ancien député Renaissance, qui était même député En Marche, parce que lui a été élu en 2017, et il raconte qu'avant qu'Emmanuel Macron soit élu en 2017 à la présidence de la République, il a voulu essayer de trouver 577 candidats aux élections législatives pour avoir un maximum d'élus. Et donc, lui a été auditionné par Emmanuel Macron. Il se trouve que Sébastien Nadeau, c'est un proche de Robert Hue, qui est l'ancien secrétaire national du PCF, qui a ensuite poursuivi son chemin en dehors des rangs communistes, qui s'est retrouvé à soutenir Emmanuel Macron en 2017. Bref, et du coup, Sébastien Nadeau nous raconte comment ça s'était passé. Et il dit en réalité que tout est flou lorsqu'il parle à Emmanuel Macron, et que la seule chose qui était claire, c'était qu'il voulait finir avec ce que les macronistes ont appelé l'ancien monde, et le qualifie, c'était une sorte de monsieur propre. Là, il voulait faire le ménage, c'était le dégagisme. Et donc, cet échange de fonds le déçoit, mais Emmanuel Macron donc lui fait la proposition qu'il souhaitait, à savoir être candidat aux élections législatives, et il a été élu en Haute-Garonne. Et a posteriori, il nous dit que lui, c'est par opportunisme qu'il a accepté, que finalement c'était une bêtise. Et pourquoi Emmanuel Macron l'a voulu à l'époque? C'est parce qu'il était donc dans le périmètre de proximité de Robert Hue, et que, dit-il, m'avoir dans ses filets lui permettait de dire « Regardez, je suis le candidat qui va d'Alain Madelin, ancien ministre de Jacques Chirac, qui avait salué sa candidature. Alain Madelin, c'est un ultra-libéral. » Je vois dans le chat, non, c'est pas Alexandre Benalla. Celui dont on ne prononce pas le nom dans les couloirs, c'est peut-être c'est Voldemort en tout cas, qui nous l'a dit. Non. Et donc il va d'Alain Madelin à Robert Hue, l'ancien secrétaire national du PCF, et ce qui compte pour lui, c'est avant tout l'emballage, l'affichage, la communication, et pas les idées. Et donc c'est ce que nous expliquait Mathilde dans la vidéo, depuis 2017, où il revendiquait un nombre d'adhérents phénoménal, le mouvement Macron, ils sont tous partis à l'assaut de l'Élysée. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Les locaux du parti Renaissance, aujourd'hui, c'est un bateau vide, il n'y a plus personne. En réalité, il n'y a même plus de capitaine, puisque le capitaine jusqu'ici se nommait Stéphane Séjourné, l'ancien ministre des Affaires étrangères qui avait été élu député à Boulogne-Billancourt, mais maintenant il a été nommé commissaire européen par Emmanuel Macron, et donc il est censé gérer en même temps la position de la France
au sein de la Commission européenne et de représenter en tout cas la France et de gérer un parti qui va bientôt s'engouffrer dans son congrès. Ce que je vous le disais tout à l'heure, c'est Gabriel Attal qui sera le seul candidat puisqu'Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, était un duel de premier ministre, a retiré sa candidature. C'est donc Gabriel Attal qui est aussi président du groupe Ensemble pour la République. Enfin, on comprend plus rien. Renaissance, Ensemble pour la République, Coalition Ensemble. Enfin, vraiment, c'est un bordel monstre. En tout cas, c'est le groupe EPR, Renaissance. C'est le camp présidentiel. En gros, le parti historique d'Emmanuel Macron, qui n'a plus que 800, pardon, pas 800 000, s'ils aimeraient bien avoir 800 000, mais 8 500 adhérents à jour de cotisation, là où ils en revendiquaient 450 000 en 2017. Et donc, on discute avec plusieurs anciens députés, dont certains qui sont revenus dans les rangs de la gauche. C'est le cas d'Aurélien Taché, qui est maintenant un député insoumis, qui lui est parti en 2020 et qui raconte qu'à l'époque, certains espéraient que le macronisme soit une sorte d'orléanisme, c'est-à-dire un libéralisme conservateur avec une certaine conscience sociale. Et à gauche, certains voulaient y voir une troisième voie. La troisième voie, c'est souvent l'expression qu'on utilise pour parler de la gauche anglaise qui s'était transformée avec Tony Blair, l'ancien Premier ministre anglais, et qui est en fait ce qu'a fait Macron, du libéralisme pur jus. C'était une gauche qui n'avait plus rien de la gauche, donc une droite. Et on a aussi cité Cédric Villani, le mathématicien, qui est un ancien député macroniste, puis qui a rejoint les écolos. Et il dit qu'en fait, personne ne sait vraiment ce qu'est le macronisme parce que chacun voulait y voir ce qu'il espérait. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien, au fur et à mesure des discussions avec les députés macronistes, que c'est bien le cas. Que la seule chose qui tenait, c'était une page blanche, en fait, le macronisme, et que chacun pouvait y projeter ce qu'il voulait. Et on interroge aussi Florian Bachelay, qui est un marcheur de la première heure, qui fut d'ailleurs questeur de l'Assemblée nationale, qui est un poste hautement stratégique, c'est ceux qui gèrent les finances de l'Assemblée nationale. Florian Bachelay était un proche d'Emmanuel Macron qui a été battu en 2022. Et donc lui, il était là dès le départ, et il nous dit, c'est ici, finalement, le macronisme, ce n'est rien, c'est juste un bâtiment rue du Rocher. Rue du Rocher, c'est le siège du parti, avec un parti qui ne s'est jamais adressé aux gens en 7 ans. Et donc, nous, on nous accuse d'être des immondes gauchistes qui s'en prennent au président de la République, d'être des jaloux, c'est ce que certains ont pu dire sur CNews, lorsqu'on parle de la déconnexion du camp présidentiel avec la réalité d'une majorité des Français. Et en fait, on se rend compte que les macronistes eux-mêmes, finalement, le pensent, que en fait, ils n'ont jamais été connectés aux gens. Le macronisme n'a été connecté qu'à un seul groupe, c'est la bourgeoisie. Et en fait, ils sont très très connectés à un univers qui est celui-ci et pas celui du commun des mortels. Ils sont connectés à l'argent. Et donc, c'est aussi pour ça, et aussi pour la dérive idéologique du macronisme, que certains ont quitté les bancs macronistes très récemment, notamment avec la loi immigration. C'est le cas d'Aurélien Rousseau, qui est un ancien ministre d'Emmanuel Macron, qui aujourd'hui siège sur les bancs socialistes, qui est membre du parti de Raphaël Glucksmann, Place Publique, mais aussi de Sophie Errante, une députée de Loire-Atlantique, que mon collègue Anthony a interrogé, qui a décidé de refuser la supercherie en quittant tout purement et simplement son camp, parce que Michel Barnier a été nommé à Matignon et qu'aujourd'hui il s'appuie sur une béquille qui s'appelle l'extrême droite, le Rassemblement national, qui a droit de vie ou de mort sur le gouvernement Barnier. Donc elle refuse que son camp s'appuie sur les fachos pour gouverner. Et on a Don Mescalito qui dans le chat nous dit que c'était un parti de la gagne, c'est notre projet et ça gagne plus et donc tout le monde part et c'est pas faux. En fait c'était ça la rhétorique finalement macroniste et c'est presque même ce qu'il rapproche parfois, toute proportion gardée, du trumpisme, c'est que c'est les partis de la win. Ils sont persuadés d'être des winners. Et en fait, quand c'est la loose, les rats quittent le navire. Selon l'expression. Et donc on a discuté avec Sophie Errante. Et qu'en disent ceux qui sont, eux, toujours dedans. C'est le cas de l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui s'appelle
François de Rugy, qui est aussi l'ancien ministre de l'écologie. C'est le monsieur qui s'est fait gauler parce qu'il avait mangé du homard et qui a dû démissionner. Et lui, il dit, nous n'avons jamais construit un corpus d'idées et de méthodes très claires. Nous avons gouverné au fil de l'eau. Peut-être qu'il est temps de définir et de théoriser nos piliers. C'est maintenant ou jamais où nous risquons de disparaître. Et on a François Bayrou, le président du Modène, qui lui s'était retiré en 2017 pour faire place à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait réussi à faire ce que Bayrou a toujours échoué à faire, c'est-à-dire ouvrir un espace entre le Parti socialiste et à l'époque c'était les Républicains, c'était déjà les Républicains, mais du temps de Bayrou c'était l'UMP, entre la droite traditionnelle et la gauche socialiste, d'ouvrir un espace. Et donc Bayrou s'était retiré pour soutenir Emmanuel Macron. Et il dit que le courant central est une des sensibilités essentielles de la vie du pays et qu'elle est souvent majoritaire. Il dit que 2017 donc, a été un moment important de son histoire, mais qu'il existait avant et qu'il existera après lui. Si on lit entre les lignes, en fait, on comprend bien que François Bayrou, lui, pense déjà à 2027. Il envisage peut-être de se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle pour prendre la succession d'Emmanuel Macron, mais il n'est pas tout seul sur le coup. On sait qu'Édouard Philippe est déjà candidat, que Bruno Le Maire y pense, que Gérald Darmanin y pense aussi, que Gabriel Attal ronge son frein, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il prend le parti et le groupe. Certains disent qu'Elisabeth Borne n'a pas fait une croix dessus, que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, y pense. Enfin bref, c'est la guerre de succession. Mais que feront ces putatifs candidats à la présidence de la République de l'héritage macroniste? Une personne nous répond en disant qu'il faut balayer, parce que le macronisme n'est qu'un accident de l'histoire, et on le retiendra comme tel. C'était la citation qui a donné le titre à cet article. Et en fait, on peut aussi constater que cette décomposition du macronisme, en fait, elle est déjà palpable. On la voit, elle est très très visible. Elle est visible notamment sur les bancs de l'Assemblée nationale, où est en ce moment en train d'être examiné le budget de la sécurité sociale, ce qu'on appelle le PLFSS, le plan de financement, le PLF. Évidemment, j'ai oublié ce que ça voulait dire concrètement, le plan de financement en gros de la sécurité sociale. Auparavant, c'était le budget de l'État qui était examiné, et en fait, ils ne sont pas là, et c'est ce que nous raconte Mediapart. À l'Assemblée nationale, la grève du zèle des députés révèle le grand malaise de la nouvelle majorité, donc qui va, je le rappelle, du Modem aux Républicains, parti de Michel Barnier, le Premier ministre, et qui contient également Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et donc Ensemble pour la République, que dirige Gabriel Attal, le parti macroniste. Et en fait, on voit qu'hier, c'était la photo de classe à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Et la photo de classe, il y avait du monde. Ils ont fait, j'aurais peut-être même pu vous montrer la vidéo où on voit les députés poser fièrement pendant 3 minutes, parce que c'est une photo particulière très panoramique où tous les députés doivent être visibles, et où le gouvernement n'a pas souhaité être, contrairement à la tradition. Ils ne sont pas venus pour la photo de classe, et en tout cas, il y avait du monde, il y avait foule dans cet hémicycle. Mais ça ne fait que souligner, selon Mediapart, les absences sur les bancs macronistes lors de l'examen des textes législatifs qui sont examinés par l'Assemblée nationale, parce qu'en réalité, ils ne sont pas là. Et puisqu'ils ne sont pas là, d'ailleurs, les macronistes ils prennent des tôles et ils perdent plein d'arbitrages, d'amendements. Et donc, ils perdent sur tous les plans. Et on voit qu'il y a des briques roses qui demandent si c'est Hollande ou Attal qui va reprendre les macronistes, à votre avis. Je pense que Gabriel Attal a quand même une bonne longueur d'avance, puisque François Hollande siège, et oui, grande surprise, dans le nouveau Front populaire, même si jusqu'ici il n'était pas très présent sur les bancs de l'Assemblée nationale. Lui, ce qu'il ambitionne plutôt, mais on y reviendra, je pense, dans les prochaines semaines, c'est de faire tomber Olivier Faure de la tête du Parti socialiste pour pouvoir diviser le NFP et notamment quitter la France insoumise qu'exècre François Hollande. Mais pour y revenir avec les macronistes, eux, ils sont pas là, juste pas là, comme Vianney, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Par exemple, alors il faut que je vous retrouve la statistique, voilà, et c'est là une défaite infligée à la gauche, notamment sur un amendement de l'abrogation
de la réforme des retraites que contient le fameux PLFSS. Et en fait, la gauche a perdu parce que le Rassemblement national a soutenu ce projet, parce que les députés macronistes, en fait, ils n'étaient pas là. Depuis des jours néanmoins, on peut dire qu'on entendait quasiment les mouches voler, écrit Pauline Graul de Mediapart, qui est la journaliste parlementaire de Mediapart. On entend les mouches voler dans l'hémicycle. Bon nombre de macronistes avaient déserté les bancs. Un absentéisme jamais vu en cette période d'examen des 2 grandes lois budgétaires, écrit Mediapart. Un absentéisme d'autant plus surprenant que le Premier ministre a soumis à la représentation nationale un texte destiné à économiser la bagatelle de 60 milliards d'euros, le budget le plus austéritaire de la décennie, comme le dit la gauche. Don Mescalito dit que François, c'est le papa de Macron qui a dégoûté la gauche et qui va reprendre le pouvoir à gauche. Oui, non, mais je ne dis pas que ça arrive, je dis que c'est son ambition. Lui, il n'a jamais fait une croix pour être président de la République, mais on constate quand même à l'expérience, après 7 ans de macronisme, que François Hollande, quand même, c'était pas Emmanuel Macron, même si c'est lui qui l'a enfanté. Mais revenons à nos moutons. Les députés du NFP, eux, sont bien présents ces derniers jours pour s'opposer donc à ce qu'ils appellent une saignée imposée par le gouvernement. Mais par contre, donc les forces qui sont censées soutenir le gouvernement, eux, elles ne sont pas là. Par exemple, samedi soir, des comptes Mediapart, il y avait seulement 14 députés Ensemble pour la République sur un groupe de 94 députés, seulement 4 droite républicaine, donc les Républicains, sur 47, 7 du MoDem sur 36 et 2 Horizon sur 34. La veille, seuls 21% des députés des Républicains étaient là, 23 chez EPR, 12 chez Horizon, 8 du MoDem, qui étaient présents pour voter contre le retour de l'impôt sur la fortune. L'hémicycle est donc à moitié vide et ça donnait des surfrades à Michel Barnier. D'ailleurs, c'est la newsletter Politico que je vous ai pas mis là, mais qui nous raconte ce matin que Michel Barnier, en fait, il a gueulé dans le groupe, enfin, même si Michel Barnier, il gueule pas vraiment, je pense, il met les formes, c'est un homme très urbain, il met les formes, mais en tout cas, il est allé dire au président des groupes de son camp, à un moment, qu'il fallait que les députés macronistes ramènent leurs fesses dans l'hémicycle, parce qu'ils allaient commencer à prendre des volets sur toute la durée de l'examen, et donc, et ça n'a pas beaucoup plu d'ailleurs à Marc Fesneau du MoDem, à Laurent Marcangeli d'Horizon, Laurent Wauquiez pour les Républicains, et Gabriel Attal, qui étaient tous donc un peu vexés. Et donc, on se rend compte que les macronistes, en fait, ils sont pas très contents de ce qui se passe. Ils ont l'impression d'être snobés par le gouvernement Barnier, qui sont pas assez associés. Et qui d'ailleurs ils sont pas d'accord d'ailleurs avec certains de ses choix budgétaires, notamment sur ses volontés de taxer davantage les riches. Alors Barnier, c'est un mec de droite, il veut pas taxer les riches comme un ouf non plus. Lui, il veut que ce soit ciblé, exceptionnel, temporaire. Donc, mais même ça, les macronistes, ils peuvent pas supporter. Là, Darmanin, il est encore venu dans l'hémicycle pour taper dessus, pour dire que là, il y a trop d'impôts dans ce pays. Et surtout, il y a en fait pourquoi les députés macronistes se déplacent pas, parce qu'il y aura potentiellement le déclenchement de l'article 49.3 qui permet au gouvernement d'arrêter les débats, de ne pas faire voter le texte et de tout simplement de faire passer son texte sans l'aval des parlementaires. Le gouvernement a déjà déclenché cette possibilité en Conseil des ministres et on se doute bien que même si, pour trancher avec la pratique macroniste depuis plusieurs années, le gouvernement a décidé de laisser traîner, enfin en tout cas pas traîner, mais en tout cas laisser la discussion se faire, parce que c'est pas rien les orientations budgétaires, c'est ce qui cadre en fait l'action publique. Donc en fonction des priorités des uns et des autres, ou selon qu'on se situe sur les bancs de l'hémicycle, on va pas prioriser les mêmes choses. Et donc les macronistes, eux, ont peur du 49.3 qui va arriver parce qu'il paraît inéluctable, parce que personne finalement n'est content de ce budget. Et surtout, sur l'absentéisme, il y en a un génie. Voilà. Mais c'est un petit génie depuis qu'il a été élu député qui nous qui explique que c'est pas grave si on n'est pas sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ce petit génie, c'est un ancien journaliste sportif qui a été élu et il s'appelle Carl Olive. Et Carl Olive, il est passé sur BFM pour une petite pépite. C'est pas très long, je vous la passe.
Carl Olive, puisque l'on parle d'absence, d'absentéisme. Oui, je vous fais juste un petit topo. C'est parce que dans le débat public, il y a le ministre libertarien. C'est un mec qui considère que l'État, c'est nul, c'est tout pourri, et qu'il va falloir arrêter notamment ce qu'il appelle l'absentéisme des fonctionnaires. En réalité, c'est des arrêts maladie, des congés, etc. C'est que les gens, en fait, ils suppriment des postes dans la fonction publique, ils surmènent les agents, puis après ils s'étonnent que les gens ne soient pas là. Bref, Kasbarian nous explique qu'il faut augmenter le nombre de jours de carence chez les fonctionnaires, c'est-à-dire le nombre de jours lorsqu'ils prennent un arrêt maladie où ils ne sont pas payés, parce qu'il faut lutter contre, je cite, l'absentéisme. Et d'ailleurs, je vous conseille la lecture, je peux peut-être vous le lire rapidement, je n'avais pas pensé à vous le mettre, mais de notre billetiste Maurice Ulrich dans l'Humanité du jour, qui nous cite « Pardon pour les bruits de journaux, mais oui, le papier, ça fait un peu de bruit. Je vous conseille d'ailleurs de l'acheter de temps en temps, évidemment, même tous les jours si vous le voulez, ça nous arrange. Et donc Maurice Ulrich, qui est notre billetiste, écrit à propos de Guillaume Kasbarian, avant de vous passer l'extrait de Carl Olive, pour que vous voyez un peu de contexte, qu'on doit à l'économiste américain Frederick Taylor, qui a donné son nom, donc Taylorisme, que vous avez sûrement étudié sur les bancs de l'école, l'organisation du travail fondée sur la division des tâches, l'expression « the right man at the right place », soit l'homme qui convient à la bonne place. Ça semble le cas de Guillaume Kasbarian, le nouveau ministre de la fonction publique, de la simplification, de la transformation de l'action publique, dont les premières mesures visent à pénaliser les fonctionnaires en cas d'arrêt maladie avec 3 jours de carence au lieu d'1 et un salaire de remplacement ramené à 90% au lieu de 100%. Car c'est entendu, les fonctionnaires se la coulent douce et s'arrêtent, comme disaient nos grands-mères, au premier pet de travers, libéral bien à droite, Guillaume Kasbarian, nous dit-on dans un portrait de la presse économique qui s'attache à ses moustaches, parce que c'est un monsieur moustachu, comme Cyprien Cadéot, vous avez vu sur les dernières semaines, mais celle de Cyprien est un peu meilleure, est un peu plus belle en vrai. Qui s'attache à ses moustaches, est aussi un lecteur de Friedrich Hayek, le théoricien radical du libre marché qui avait inspiré Margaret Thatcher et Ronald Reagan, pour qui l'État était le problème et pas la solution. Et donc Maurice nous dit que Guillaume Kasbarian est the right man, mais est-il à the right place? Oula, je vois que ça s'agite dans le chat. À croire que vous ne voulez pas entendre le merveilleux Carl Olive qui nous parle de l'absentéisme. Ça veut dire quoi jouer l'apaisement par rapport à la NUPES comme ah oui, mais ça débat sur François Hollande, ça débat grave en fait. Et vous savez quoi, on va essayer de parler de François Hollande une prochaine fois. Je vous conseille la lecture d'un papier qu'on a publié il y a quelques semaines qui, peut-être que je peux vous le retrouver rapidement ici. Sur François Hollande qui essaye de reprendre la main sur le Parti Socialiste. On fait une petite parenthèse, mais je vois que ça vous intéresse, donc allons-y. Il est où François Hollande? Il est là, François Hollande. Je vous le mets là, hop, François Hollande. Donc c'est un papier que j'ai écrit il y a une quinzaine de jours sur François Hollande. Et voilà, donc il est là, vous pourrez peut-être le retrouver dans le chat si on arrive à vous l'envoyer. Donc ça date un peu, on va pas le lire, mais c'est en gros au moment de la motion de censure défendue par la gauche, où il avait dit qu'il voulait remplacer donc Olivier Faure, qu'il fallait quelqu'un d'autre, et certains s'interrogent sur quel est le rôle de François Hollande. Et François Hollande, lui, il défend son bilan et il est pour une gauche de droite, comme il a fait pendant son gouvernement, et il continue à défendre son bilan dans les rangs de son parti. Et en fait, dans son parti, déjà, c'est loin de faire l'unanimité, mais en plus, ça gonfle tout le NFP. Bref, voilà, c'est cet article. François Hollande poursuit la scission du PS au détriment du NFP, que vous pouvez lire. Il est dans le chat, et on va reparler des fonctionnaires. Il faut que je vous retrouve maintenant mon onglet. Il est là. Des fonctionnaires et surtout des députés absents. On a quelqu'un qui nous dit dans le chat, Pimiko Saisho, qu'il est fonctionnaire et qu'il ou elle préfère utiliser des RTT quand une maladie survient, parce que ça évite de devoir avoir des jours de carence. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque coupable d'être malade. Alors, je vous mets Carl Olive, parce que lui, donc, c'est un député macroniste, et il n'est pas très très souvent sur les bancs de l'Assemblée nationale, et ce petit génie nous donne son explication. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu gonflé à exiger des efforts de la part des fonctionnaires, justement, alors que vous-même, vous assumez être absent à l'Assemblée pendant les débats sur le budget?
Alors moi, j'assume le fait de ne pas faire le concours Lépine du plus présent à l'Assemblée nationale quand on n'a pas grand-chose à y faire de façon concrète. Et là où on peut être beaucoup plus efficace sur le terrain dans nos collectivités et plus efficace en commission pour faire avancer la cause de la France. Mais si on revient sur ce qui s'est passé la semaine dernière, Bon, on va s'arrêter là. C'est juste, moi, cette expression me rend dingue. Il ne veut pas faire un concours Lépine du plus présent à l'Assemblée nationale, ce qui est en vrai une connerie monumentale, parce que je ne sais pas si vous savez ce qu'est le concours Lépine, mais le concours Lépine, c'est un concours d'invention. Et j'aimerais bien que Carl Olive, dans ce cas-là, nous explique ce que veut dire le concours Lépine du plus présent à l'Assemblée, en quoi c'est être inventif d'être là pour voter les orientations budgétaires de l'État. Voilà, en tout cas, dans la connerie, il a été inventif cette fois-ci, mais c'est pas la première fois. Enfin, vraiment, ça n'a strictement aucun sens. Et puisque quand ça veut pas, et ben les macronistes ne sont pas à la bonne chez les Français, parce que le budget, donc je vous le disais, est en cours d'examen au Parlement, et l'austérité qu'on promet aux Français, et ben les Français n'en veulent pas, et on le voit avec le journal L'Union, qui est donc un journal de l'Est, autour de Reims. Voilà, je vous mets ça. On s'intéresse pas assez à la presse régionale, donc je me permets de mettre en grand cette page de l'Union, la page d'accueil, mais ils ont surtout ce sujet-là, qui est un sondage Barnier-Macron, le budget rejeté par les Français, qui est un sondage du baromètre Odoxa, et où on apprend notamment que les Français rejettent déjà le budget 2025 proposé au Parlement par l'exécutif. Je vous passe les personnalités préférées les plus sympathiques des Français, parce qu'en fait, une sympathie, ça ne fait pas des votes, et on va s'intéresser au budget. D'après ce que vous en savez, le budget présenté au Parlement réduira le déficit. En tout cas, personne ne croit, contrairement à la promesse macroniste, que les économies réalisées par le gouvernement, les coupes sèches dans les services publics notamment, réduiront le déficit. Personne n'y croit, à 64%. Personne ne croit que ce sera efficace pour l'économie. Personne ne pense que ce sera juste socialement, et personne ne juge que ça protégera le pouvoir d'achat. Et donc, en gros, pour entre 65 et 85% des personnes interrogées, tout ça, c'est vain, et ça ne sert à rien. En tout cas, ça ne servira pas leurs intérêts, ça ne servira pas l'intérêt du plus grand nombre. Et d'ailleurs, ils sont opposés en grande majorité, les électeurs, à l'utilisation du 49.3, sauf les sympathisants Renaissance et LR. What a surprise. Voilà, donc c'est une petite parenthèse sur ça, mais en tout cas, personne ne veut des économies promises. Alors, on avance, il est déjà très très tard par rapport à la semaine dernière où on avait quasiment fini. Il me reste un dernier gros sujet dont je voulais vous parler, qui est incontournable des revues de presse. Maintenant, c'est Vincent Bolloré, le milliardaire breton d'extrême droite, qui n'est pas si breton que ça en vrai, qui est surtout parisien, et parce que ça fait une semaine, enfin il n'y a pas une semaine en fait sans qu'on ait à vous parler de certaines de ces dingueries. Et cette semaine, on commence pas vraiment avec une dinguerie, mais avec un anniversaire, celui de Canal+, qui fête ses 40 ans, et je vous passe la petite vidéo de promotion de Canal+. Que j'aurai le plaisir, la joie, l'honneur de présenter la soirée des 40 ans de Canal+. Dans cette salle qui a vu naître la toute première revue de music-hall au 19e siècle, les plus grandes figures s'y sont succédées. Pardon, qui est-ce qui a écrit le texte là? Et c'est qui, Capucine? Un lieu chargé d'histoire avec son hall grandiose, sa façade classée, ses secrets, ses alcôves, enfin un lieu mythique. Non mais elle a recopié le site internet quoi. Ouais ben moi je crois que si oui. Situé au 32 rue Richer, 75 009. Non mais qu'est-ce que je disais? Non mais vous foutez de ma gueule là. Elle est où la Capucine? 40, le show anniversaire de Canal+, c'est seulement sur Canal+. Dis-moi Capucine, ils t'ont pas demandé d'écrire toute la soirée quand même? Ben si. Ben si. Pour le mettre un peu plus de lumière là. Voilà, nickel, merci. Voilà, et il y a une petite phrase qui m'intéresse dans cette vidéo, et je vous la remets, parce que ça veut pas rien dire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Antoine Decaune
qui anime cette petite pastille vidéo, qui animera la soirée anniversaire de Canal. C'est lui qu'on voit. C'est une légende de la télé, c'est une légende de Canal. Il a été humoriste, il est journaliste. Il était notamment connu pour son duo avec José Garcia dans Nulle part ailleurs à l'époque. Il est aussi réalisateur, acteur. C'est lui qui avait réalisé le biopic sur Coluche. Et voilà, et donc c'est lui, en tant que figure de Canal, qui va animer cette émission. Et je vous repasse juste cette petite phrase qui n'est pas anodine. 40, le show anniversaire de Canal+, c'est seulement sur Canal+. Pourquoi préciser que le show anniversaire de Canal+, c'est seulement pour Canal+? Eh bien parce qu'en réalité, l'héritage de Canal+, est disputé, parce que pour nous, en fait, c'est davantage une commémoration qu'il faut faire plutôt qu'un anniversaire, pas une fête d'anniversaire, donc, parce que Bolloré, lui, il a détruit cette chaîne longtemps synonyme d'impertinence, d'humour, et on se souvient donc des nuls, des guignols, de Groland, de Nulle part ailleurs, avec Decaune Garcia, Philippe Gildas, je vous en parlais, de l'émission En aparté, on peut citer aussi les Deschiens et même Coluche qui a été présent sur cette scène. Tout ça est bien loin et ça nous manque. Moi, j'avoue que les guignols me manquent particulièrement. J'adorerais les voir aujourd'hui traiter l'actualité politique française. Je suis sûr que Michel Barnier aurait été un super personnage des guignols et c'est pas le seul. Et donc ça nous manque. Certains font semblant de ne pas voir que tout a changé sur Canal, que Canal, oui, Canal, en fait, c'était mieux avant, comme Antoine Decaune, donc qui présentera cette soirée spéciale, parce que voilà, c'est le milliardaire donc d'extrême droite Bolloré qui a racheté cette chaîne, qui a coupé les moyens pour l'investigation, qui laisse Cyril Hanouna à l'antenne sur C8 débiter et inviter tous les racistes de la Terre, qui met tous les racistes de la Terre, les xénophobes, les homophobes, les sexistes sur l'antenne de CNews, et Canal+ n'a plus rien à voir avec l'esprit Canal impertinent des 30 années où Vincent Bolloré n'a pas dirigé cette chaîne. Et donc, Decaune présentera cette soirée spéciale. Mais, parce qu'il y a un mais, d'autres, eux, ils voient le problème. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette petite phrase seulement sur Canal. Et ils proposent une contre-soirée, même si en vrai, c'est drôle de voir que c'est le groupe TF1 qui se réclame maintenant de l'esprit Canal. Et je vous lis un petit bout d'un papier de Pure Média, qui est spécialisé sur les questions médiatiques. Et en fait, c'est TMC, la chaîne 10, si je ne me plante pas, qui va proposer en prime time de fêter les 40 ans de Canal, donc dans le groupe TF1, avec Michel Denisot, Yann Barthès et Ariane Massenet. Pourquoi Yann Barthès? C'est lui qui a l'initiative de ça. Yann Barthès, c'est un ancien du Petit Journal, du Grand Journal, où il animait le Petit Journal, qui s'est ensuite autonomisé et qui s'est arrêté au moment où Vincent Bolloré est arrivé à la tête de Canal+, et qui est parti sur TMC. Le Grand Journal, qui était à l'époque animé par Michel Denisot, à qui Libé consacre un portrait, je vous le mets là, qui est plutôt sympa, sur la carrière de ce journaliste sportif devenu président du PSG, animateur du Grand Journal. Enfin, c'est une icône de la télé. Et donc, Libé lui consacre un traditionnel portrait d'air où on apprend qu'il a voté pour Arlette Laguillet, parce qu'il voulait honorer un oncle ouvrier dans une usine de porcelaine qui était trotskiste. Donc voilà, donc c'est une surprise. Il vient de Châteauroux, où il gère le club de foot aujourd'hui notamment, et il aime bien. Voilà, on parle de ses blagues. Voilà, c'est un portrait sur l'homme Michel Denisot, pas sur le Michel Denisot politique. Et voilà, on nous dit que pour les 40 ans de Canal, il a collecté les souvenirs qui ont fait la gloire de Canal, et donc c'est lui qui sera sur TMC et pas sur Canal, contrairement à Antoine Decaune. Et donc on en arrive au papier de Pure Média, et en fait on se rend compte que TMC a proposé à Michel Denisot de faire un gros prime time pour les 20 ans du Grand Journal, qui est la grosse émission qu'il a animée pendant des années sur la chaîne numéro 4, et les 40 ans de Canal et ses 80 ans à lui, et en réunissant les gens qui ont travaillé avec lui. Ils promettent que ce sera festif. Et il y aura notamment Ariane Massenet qui sera dans l'équipe. Donc ça, c'est un papier qui date, qui date du 5 septembre.
Et donc, je trouvais ça assez savoureux que ce soit une autre chaîne qui se réclame de cet esprit, parce qu'en fait, il y a les nostalgiques de cet esprit Canal, dont vous avez compris, je suis, et qui ont envie de voir cet esprit Canal, cette impertinence célébrée ailleurs que par les obligés de Vincent Bolloré. Et puisqu'on parle de Bolloré, la semaine dernière, je vous parlais déjà de lui et de son plan pour vendre à Donf le bouquin de Jordan Bardella, son autobiographie qui s'appelle « Ce que je cherche », le patron du RN, et je vous racontais qu'il y avait une immense campagne d'affichage qui se préparait dans les gares SNCF de tout le pays, et que les syndicats s'étaient battus pour que ça n'arrive pas, et ils les ont gagnés. Donc, on va regarder un petit papier du Parisien avec l'AFP. Et je vois que dans le chat, on a des petites recos pour les nostalgiques des Guignols, qui sont aujourd'hui assez difficilement trouvables. Et je vous conseille les anthologies des Guignols, les DVD, les compiles d'années des Guignols, c'était vraiment fabuleux. L'époque Chirac, Monsieur Sylvestre, George W. Bush, Ben Laden, c'est à tomber. Mais ce qui est moins à tomber, c'est Jordan Bardella, même si lui donc ne sera pas affiché partout dans les gares de la SNCF, parce que les syndicats ont gagné, qu'ils ne voulaient pas être complices du parti de l'extrême droite dans les gares. Et évidemment, Jordan Bardella n'a pas manqué de chouiner de chouiner avec ce petit tweet: l'heure est grave pour la liberté d'expression. À l'appel des syndicats d'extrême gauche, la SNCF censure ma campagne de publicité prévue par les éditions Fayard pour mon livre. Le ouin-ouin de l'extrême droite continue, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle. Contacté par l'AFP, l'entreprise qui gère les panneaux publicitaires dans les gares SNCF et le métro parisien, a précisé que les visuels de l'affiche de Jordan Bardella contrevenaient au principe de neutralité propre à la régie publicitaire. Et donc Bardella out, il y voit une censure. Je vous rappelle que c'était aussi si la SNCF avait censuré l'humoriste Walidia pour le même motif, il n'y avait vraiment aucune raison pour que Jordan Bardella ne soit pas dégagé manu militari de l'affichage dans les gares. Et tant qu'on parle de Becbédé, pas du tout, de Vincent Bolloré, je voulais aussi vous montrer autre chose, un extrait qui est le taquet que lui a mis l'humoriste Anne Roumanoff, celle que vous connaissez peut-être pour avoir regardé, lorsque vous étiez plus jeune, Vivement Dimanche, le canapé rouge de Michel Denisot, où elle faisait son émission On ne nous dit pas tout. Et donc elle était sur France 5, et c'est un extrait d'ailleurs qui a été supprimé depuis de X par l'émission C'est Médiatique, et je ne comprends pas pourquoi, donc je suis quand même allé chercher dans l'émission. On l'écoute. Allez, on passe à l'interview 4 minutes chrono. C'est avec toi, Benoît. Allez, top, c'est parti. Beaucoup de Français, ça fait peur. Ça fait beaucoup de Français, le dimanche matin, j'avais un rituel, c'était de vous lire votre billet dans le JDD, journal du dimanche. Billet que vous ne faites plus. Pourquoi vous n'aimiez pas la nouvelle ligne éditoriale de Geoffroy Lejeune? Non, on m'a viré avant. On vous l'a viré avant. Et aujourd'hui, quand vous lisez le JDD... Ah non, je ne lis plus. Ah oui. Pourquoi vous ne le lisez plus alors? Oui, vous rigolez. Non. Ah non, mais expliquez-nous, pourquoi vous ne le lisez plus? Parce que c'est devenu un journal d'extrême droite, non. Vous n'êtes pas aperçu de ça? Ça vous choque? Du coup, vous ne reconnaissez pas le journal où vous avez travaillé pendant de longues années? En tout cas, j'ai compris pourquoi il m'avait viré. Alors, il y a un autre média du même groupe, d'ailleurs, qui vous a... Alors, Anne Roumanoff, c'est pas rien quand même qu'on ait une humoriste qui est pas franchement une gauchiste, hein. Anne Roumanoff qui s'exprime contre son ancien employeur, qui est le journal du dimanche. Il se trouve que le journal du dimanche, il y a un peu plus d'1 an, est passé sous contrôle de Vincent Bolloré lorsqu'il a racheté le groupe Lagardère. Et toute la rédaction, je vous le disais la semaine dernière, ou presque, est partie. Je crois qu'on est à 98 ou 99% de départ. Et Anne Roumanoff, elle n'était pas salariée en tant que telle, elle n'était pas dans la rédaction, mais elle écrivait chaque semaine un billet. Et Anne Roumanoff, pourquoi je vous en parle? Parce que je trouve ça assez courageux ce qu'elle fait.
elle l'avait déjà fait, en fait. Je vous l'avais dit aussi la semaine dernière, lors de l'entre-deux tours enfin même plus avant le premier tour et dans l'entre-deux tours des législatives anticipées, où on pensait que l'extrême droite pourrait arriver au pouvoir, avec plein d'autres médias indépendants, comme Mediapart, Fakir, Street Press, Politis, et j'en oublie plein, Blast, avec des organisations comme Attac ou la CGT, on a organisé des grands rassemblements contre l'extrême droite, place de la République. Et il se trouve qu'on avait demandé à plein d'artistes de venir s'exprimer publiquement, prendre position pour dire que non, les fachos, on n'en voulait pas. Et il se trouve qu'on a galéré parfois à avoir des très 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 grands noms. Il se trouve qu'Anne Romanoff, elle a dit oui, quand d'autres ont dit non. C'était la plus grande star peut-être qu'on avait sur le plateau. Et déjà, elle était venue dire, toute tremblante, sans faire de blague, parce qu'elle ne voulait pas, elle voulait que je l'introduise de cette façon-là, c'était Anne Romanoff est humoriste, mais aujourd'hui elle n'a pas envie de rire, et elle a lu un texte assez poignant sur son refus de l'extrême droite, un geste courageux qu'on a tous trouvé très très courageux, et alors que certains trouvent que c'est pas courageux de prendre position contre l'extrême droite, moi je pense que si. Pourquoi c'est courageux? Pourquoi ça l'est? Et bien parce qu'Anne Romanoff, en fait, c'est une humoriste qui est prête à se mettre une partie de son public à dos, parce que je pense que dans le public d'Anne Romanoff, il y a beaucoup d'électeurs du Rassemblement national pardon, j'ai perdu le fil. Beaucoup parmi son public, pardon, fait partie beaucoup d'électeurs de l'extrême droite, et donc elle a pris position et c'est courageux. Je vois que dans le chat, on me demande si je peux mettre un bout du meeting. J'essaie de vous trouver ça en vitesse. Meeting République. J'essaie de vous le trouver. C'était celui-ci. Alors, je vous trouve l'extrait parce que voilà, Anne Romanoff, elle était là. Voilà. Et donc, Anne Romanoff, c'est pas une première, mais c'est pas rien en tout cas. Et la voici. De l'humour même, et ce soir. Je passe la partie où je parle et je vous mets qu'Anne Romanoff. Bonsoir. Ma grand-mère est née en Lituanie, elle s'appelait Lydia. Mon autre grand-mère est née à Fès au Maroc, elle s'appelait Gracia. J'ai un grand-père né en Russie qui s'appelait Arkady et un grand-père français d'origine espagnole né à Bordeaux qui s'appelait Pierre-Louis. Arkady, Gracia, Lydia, vous pourrez toujours chercher ces prénoms dans le calendrier. Je ne crois pas que vous les trouverez. Mais être français, voyez, ça n'est pas juste une histoire de prénom. Être français, c'est aimer la France pour de bon. Alors, bien sûr, il y a des problèmes. Voilà, bref. On s'arrête là. Je vois que dans le chat, ça réagit. On n'est pas content qu'on parle d'Anne Romanoff. Et ben moi, j'assume de parler d'Anne Romanoff. On dit qu'on va pas faire la litanie de tous les droitards. Je ne sais pas exactement pour qui vote Anne Romanoff. C'est pas le sujet. En tout cas, je sais qu'elle vote pas pour l'extrême droite. Et en réalité, il n'y a pas simplement que la gauche qui tienne la ligne et qui tienne la digue. Et je trouve que c'est intéressant. Et c'est pas rien. Et c'est à saluer. Et évidemment que, alors vous pouvez le lire dans nos colonnes tous les jours, que l'on parle des combattants, du quotidien contre l'extrême droite, les militants politiques, associatifs, antiracistes, féministes, pour les droits des LGBTQIA+. Vraiment, on fait ce travail-là, mais sauf que lorsqu'il y a aussi à des heures de grande écoute sur des chaînes grand public qui prennent position, et bah c'est à saluer parce que d'autres font bien l'inverse. On est bien content d'avoir des Anne Romanoff, même si on ne partage bien évidemment pas tout ce qu'elle doit penser. Des gens comme Eddie Mitchell, je vous le montrais la semaine dernière, qui prenaient des positions, parce que d'autres, eux, font le choix inverse, d'autres qui pètent des boulons comme Thierry Ardisson, et c'est pour ça que je voulais
aussi vous montrer Andromenov parce que ça contraste avec Thierry Ardisson qui de toute façon lui n'a jamais été non plus un gauchiste, mais qui était sur France Info et on lui demande, c'est Flora Gebali qui lui pose la question, je vous la mets tout de suite. C'est aussi, on sait à cause de la pub et des images plus globalement qu'il y a eu beaucoup de, par exemple, troubles de l'alimentation chez certaines femmes qui avaient un culte de la maigreur ou aussi la culture du viol dont on parlait plus tôt dans l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez ce bilan de la pub, de ce siècle de la pub, avec ce regard-là, où il y a vraiment un gap générationnel irréconciliable entre vous et moi? Je faisais ça très bien. On me donnait beaucoup d'argent pour faire ça. J'étais ravi de le faire, parce que je ne viens pas d'une famille très, très aisée, donc j'ai été obligé de gagner de l'argent et j'ai adoré ça. Mais voilà, je ne me pose aucune question morale là-dessus, si vous voulez. Mais alors vraiment pas, ça me pue. Oui, il y a un gap générationnel irréconciliable je suis pas du tout, c'est pas faux. Je ne suis pas woke du tout. Est-ce qu'on peut dire ça sur France Télévisions? Voilà, et donc Thierry Ardisson qui nous fait le couplet du « Oh là là, on peut plus... Est-ce qu'on pourrait pas ne plus rien dire alors qu'en fait il peut dire des horreurs ?» je voulais juste souligner cette pauvreté intellectuelle de Thierry Ardisson quand il est questionné légitimement sur les représentations dans la publicité, notamment du corps des femmes, un corps fantasmé qu'on présente comme parfait et désirable, sur l'anorexie. Qui a été et toujours un vrai sujet. Et évidemment, Thierry Ardisson ne trouve à redire que je ne suis pas woke et qu'il ne met pas de morale. Voilà, Thierry Ardisson, la thune, la thune, la thune. On arrive bientôt au bout de cette revue de presse avec une enquête publiée par l'ONG Bloom, spécialiste d'océan et Foodwatch, association à l'origine de beaucoup de révélations de scandales sanitaires alimentaires. On savait que déjà nos assiettes étaient bien contaminés par tout un tas de produits nocifs et en fait c'est parfois pire qu'on pense. Cette fois ça concerne un aliment phare de ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent parce qu'en fait c'est toujours les mêmes qui trinquent et notamment les étudiants. C'est le thon en boîte et c'est le Huffington Post qui nous fait un petit résumé de cette étude qui est hyper intéressante, conso, mais qui nous concerne tous, parce que les boîtes de thon sont polluées au mercure et en quoi ça peut être dangereux pour notre santé. Du poisson ou du poison dans notre assiette. Deux organisations non gouvernementales, les ONG donc Bloom et Foodwatch, publient leur enquête, notamment sur les boîtes de thon vendues en Europe et en France dans les supermarchés tels que Leclerc, Carrefour, encore Intermarché, c'est-à-dire que ça nous concerne tous. Ils en ont analysé 150 au total de boîtes de conserve et le résultat est hallucinant, 100% sont contaminés au mercure et le mercure fait partie des 10 substances les plus préoccupantes au monde pour la santé, selon l'OMS, au même titre que l'amiante ou l'arsenic. Donc on ne vous parle pas d'un petit scandale alimentaire, c'est un truc énormissime. On a tous chez nous, je pense, des petites boîtes de thon, le repas de la flemme, etc. Et donc en fait c'est du poison, parce que le mercure est un métal toxique, nous écrit le HuffPost, lorsqu'il est ingéré, peut entraîner des effets graves sur la santé humaine. Il est imperceptible car sous forme organique, on l'appelle le méthylmercure. Selon l'OMS, l'exposition à cette molécule que je ne reprononcerai pas, même à de faibles doses, peut entraîner des troubles du développement cérébral, en particulier chez les fœtus et les jeunes enfants. Dans le chat, on nous conseille l'enquête de Bloom, donc la vidéo, effectivement, qui est très, très, très intéressante, qui là est condensée. Mais voilà, en tout cas, c'est encore une enquête qui montre que l'agroalimentaire se fiche royalement de notre santé. C'était déjà le cas il y a quelques années aussi avec une enquête de Foodwatch qu'on avait relayée dans les bouillons cubes, vous savez les petits bouillons qu'on met là quand vous faites un risotto ou je sais pas quoi, vous mettez du bouillon de légumes, du bouillon de poule ou peu importe, bref. Et dedans, en fait, il y a des hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est du pétrole. Il y a des produits transformés. Et ben il y en a, y compris dans le bio, voilà, ils avaient analysé. Donc vous pouvez aussi d'ailleurs retrouver cette enquête sur le site de Foodwatch. Mais en tout cas, c'est la merde. Mais par contre, je voulais quand même terminer avec une note plus positive et on continue sous l'eau avec un reportage de Reporter sur une initiative qui marche, une zone de protection marine gérée par des pêcheurs. On parle un peu d'écologie cette semaine avec Reporter. En Méditerranée, des pêcheurs gèrent eux-mêmes une réserve marine.
Et en fait, ça marche. Dans le Var, un collectif de pêcheurs gère collectivement une zone de la mer laissée en jachère pour que la biodiversité prospère. On ne parle pas assez de biodiversité d'ailleurs en général. Un modèle bénéfique pour la vie marine et les pêcheurs artisans, parce que ce ne sont pas des gros pêcheurs tels qu'on peut en avoir notamment dans la mer du Nord et dans la Manche, dans l'Atlantique, qu'on a ici. Ce sont des pêcheurs qui sont bien plus respectueux des fonds marins. Et la preuve, depuis 2003, ils se sont organisés pour collectivement interdire la capture de poissons afin d'y laisser la biodiversité marine prospérer. C'était une première dans le pays. Depuis près de 21 ans, la zone est autogérée par la vingtaine de pêcheurs qui travaillent aux alentours, fédérés au sein de la prud'homie de pêche de Saint-Raphaël. Donc on est sur la côte d'Azur. Les pêcheurs se sont enlevé une partie de leur chiffre d'affaires pour protéger leurs ressources, souligne Olivier Bardou, pêcheur artisan et membre de la prud'homie de Saint-Raphaël. Et en fait, ce que nous raconte Reporter en allant là-bas avec des belles photos, vous voyez, ça donne envie d'y aller. Mais en fait, il ne faut pas y aller, il faut laisser les poissons et tout ce qu'il y a dans la mer tranquille, parce que c'est une zone exposée au mauvais temps. Et alors, ils y allaient seulement quand il faisait beau. Et une zone juste devant le port, par contre, aurait bloqué beaucoup plus les pêcheurs, c'est ce qui explique. Et donc, ils ont choisi une zone quand même qui leur permettait de pouvoir continuer à travailler. Mais par contre, en fait, ça a changé les usages. C'est ce que raconte la citation en vert. En gros, là, pour compenser la perte de chiffre d'affaires, ils ont modifié leur façon de travailler. Voilà, on s'adapte à chaque époque, on picore un peu de chaque ressource et on fait plus une razzia en fait globalement sur les fonds marins. Là où en Bretagne, par exemple, la pêche industrielle fait des ravages, notamment avec un mécanisme qu'on appelle la scène démersale, qui a été popularisé et très utilisé par les chalutiers hollandais des Pays-Bas. C'est eux qui écrasent la concurrence européenne sur le sujet, mais en fait ils raclent tous les fonds marins, ils détruisent tout et c'est une calamité parce que les fonds marins aujourd'hui sont ravagés, ce sont des cimetières de poissons là où on a besoin davantage. Et donc en fait laisser en jachère pour que la biodiversité puisse se régénérer profite aux pêcheurs. La littérature scientifique montre que la biomasse qui prospère dans les aires de non-capture peut déborder hors de leurs frontières et normalement les pêcheurs peuvent avoir de meilleures captures autour des aires marines protégées et c'est de quoi concilier peut-être fin du monde et fin de mois, parce qu'il y a une vraie pédagogie à faire auprès des pêcheurs pour leur montrer les bénéfices des aires marines protégées, leur montrer que ce n'est pas simplement des écolos relous qui veulent tout interdire, contrairement à ce qu'on entend, notamment jusque dans les couloirs ministériels. Voilà, alors on a terminé cette revue de presse. Merci à vous d'y avoir assisté, d'avoir participé.